Chapitre 7. C'était une grande pièce qui faisait toute la largeur de la maison. Un plafond bas, avec poutres apparentes, des murs peints en brun, ornés de bordes de broderie chinoise, ainsi que d'estampes chinoises et japonaises encadrées de bois veiné. Des bibliothèques basses, un épais tapis chinois rosâtre dans lequel un cochon d'Inde aurait pu passer une semaine sans montrer le bout de son nez. Des coussins à même le sol, avec éparpillés autour des bouts de tissu de soie dépareillés, comme si celui qui vivait là avait besoin de constamment les palper. Un divan large et bas en tissu vieux rose, avec dessus des habits en vrac, notamment des sous-vêtements de soie lilas. Sur un piédestal, une grosse lampe sculptée, et deux autres lampes sur pied, abat-jour vert de jade et long pompon. Un bureau noir, avec des gargouilles sculptées à ses coins, et derrière le bureau, un coussin de satin jaune posé sur un fauteuil noir et poli, à coudoirs et dossiers sculptés. La pièce renfermait un étrange assortiment d'odeurs, dont les plus présentes à ce moment semblaient être un fort relent de cordite et un écœurant arôme d'éther. À une extrémité de la pièce, sur une sorte d'estrade basse, un siège en teck avec un haut dossier, sur lequel était assise, sur un châle orange à franges, mademoiselle Carmen Sternwood. Elle était assise toute droite, les mains sur les bras du siège, les genoux joints, le buste raide dans la pose d'une déesse égyptienne, le menton relevé, ses petites dents brillantes luisantes entre ses lèvres. Ses yeux étaient grands ouverts. La couleur d'ardoise sombre de l'iris avait dévoré la pupille. Des yeux fous. Elle semblait inconsciente, mais n'avait pas la posture de l'inconscience. C'était comme si dans son esprit elle faisait quelque chose de très important et qu'elle le faisait rudement bien. De sa bouche sortit un bruit de petit rire métallique qui n'altéra pas son expression et ne fit même pas bouger ses lèvres. Elle portait une paire de longues boucles d'oreilles en jade, de belles boucles d'oreilles qui valaient probablement plusieurs centaines de dollars. Elle ne portait rien d'autre. Elle avait un très beau petit corps, souple, compact, ferme et bien rond. Sous la lumière des lampes, sa peau avait le lustre chatoyant d'une perle. Ses jambes n'avaient pas vraiment la grâce sensuelle des jambes de Madame Reagan, mais elles étaient très belles. Je les regardais sans ressentir de gêne ni de désir. En tant que fille nue, elle n'était pas présente dans la pièce. C'était juste une droguée. Pour moi, elle ne serait jamais qu'une droguée. J'ai cessé de la regarder, et j'ai regardé Geiger. Il était allongé sur le dos, à même le sol, au-delà de la frange du tapis chinois, devant quelque chose qui ressemblait à un totem. Cette chose avait un profil d'aigle, et son large objectif visait la fille nue sur le siège. Fixée sur le côté du totem, une ampoule de flash noircie. Geiger portait des pantoufles chinoises aux épaisses semelles de feutre. Ses jambes étaient dans un pyjama de satin noir, et en haut il portait un manteau chinois brodé, sur le devant duquel il y avait principalement du sang. Son œil de verre brillait d'un vif éclat, et c'était de loin ce qui semblait le plus vivant en lui. À première vue, aucun des 3 tirs que j'avais entendus n'avait raté sa cible. Il était parfaitement mort. L'ampoule de flash, c'était l'éclair diffus que j'avais vu. Le cri d'aimant, c'était la réaction qu'il avait déclenchée chez la fille droguée et nue. Les 3 coups de feu, c'était l'idée d'un tiers quant à comment donner une nouvelle direction à la suite des événements. L'idée du gars qui avait descendu l'escalier de derrière, sauté dans une voiture et filé à toute allure. J'avais une certaine estime pour son point de vue. Sur un plateau de laque rouge, au bord du bureau noir, une paire de verres délicats, veinés d'or, à côté d'un flacon ventru contenant un liquide brun. J'ai ôté le bouchon et je l'ai reniflé. Il sentait l'éther et quelque chose d'autre, peut-être du laudanum. Je n'avais jamais testé cette mixture, mais elle semblait tout à fait à sa place dans le ménage de Geiger. J'ai écouté la pluie frapper le toit et les fenêtres côté nord. Plus loin, aucun autre son, ni voiture, ni sirène, juste la pluie qui tombait. Je suis retourné au divan, je me suis extirpé de mon trench-coat, et j'ai fouillé parmi les vêtements de la fille. Il y avait une robe de grosse laine vert pâle, du genre qui s'enfile, avec des manches mi-longues. Je me sentais capable d'y arriver. J'ai décidé de laisser tomber les sous-vêtements, non pas par sentiment de délicatesse, mais parce que je ne me voyais pas réussir à lui enfiler sa culotte ni à lui agrafer son soutien-gorge. Je suis allé avec la robe jusqu'au siège en teck sur l'estrade.
Mademoiselle Sternwood sentait l'éther, elle aussi, à un bon mètre de distance. Elle faisait encore son bruit de petit rire métallique, et le long de son menton suintait un peu de mousse. Je lui ai donné une claque sur le visage. Elle a cligné des yeux, et son petit rire s'est arrêté. Je lui ai donné encore une claque. « Allez, dis-je chaleureusement, on va être gentil, on va s'habiller. » Elle s'efforça de me regarder, ses yeux ardoiseux aussi vides que des trous dans un masque. « Veuve te fout, dit-elle. Je lui donnai quelques autres claques par-ci par-là. Les claques ne la dérangèrent pas. Elles ne lui firent pas retrouver ses esprits. Je me mis au travail avec la robe. Cela ne la dérangea pas non plus. Elle me laissa lui tenir les bras en l'air, et elle écarta largement les doigts, comme si c'était mignon. Je lui passai les mains dans les manches, fis descendre la robe le long de son dos, et la fis se lever. Elle tomba dans mes bras, en gloussant. Je la replaçai sur le siège, et lui enfilai ses bas et ses chaussures. « Faisons quelques pas, dis-je, faisons quelques jolis petits pas. » Nous avons fait quelques pas. Par moments, ses boucles d'oreilles heurtaient ma poitrine, et par moments nous faisions nos pas en même temps, comme des danseurs d'adagio. Nous avons marché jusqu'au corps de Geiger, et nous sommes revenus. Je lui avais fait regarder Geiger. Elle l'avait trouvé mignon. Elle avait gloussé et tenté de me le dire, mais elle n'avait fait que des bulles. Je la fis marcher jusqu'au divan et l'étendis dessus. Elle hoqueta à 2 reprises, gloussa un peu, et s'endormit. J'ai fourré ses affaires dans mes poches et je suis allé derrière la chose en forme de totem. L'appareil photo était bien là, placé à l'intérieur, mais il n'y avait pas de plaque dedans. J'ai regardé le sol aux alentours, me disant qu'il aurait pu la retirer avant d'être abattu. Pas de plaque. J'ai saisi sa main inerte et froide, et je l'ai un peu retournée. Pas de plaque. Ce nouvel événement ne me plaisait pas. Je suis passé dans le petit hall qu'il y avait derrière la pièce, et j'ai exploré la maison. À droite, une salle de bain et une porte fermée à clé, et en face, une cuisine. La fenêtre de la cuisine avait été forcée, la moustiquaire n'était plus là, et l'on voyait sur le rebord la marque laissée par le pied de biche. La porte de derrière n'était pas fermée à clé. Je l'ai laissée telle quelle, et je suis entré dans une chambre, du côté gauche du hall. C'était bien rangé, tarabiscoté, féminin. Le dessus de lit était garni de volants. Sur la coiffeuse à triple miroir, il y avait des parfums, un mouchoir, un peu d'argent, des brosses à cheveux pour hommes, et un trousseau de clés. Dans le placard, des habits d'homme, et sous la garniture à volants du dessus de lit, des pantoufles d'homme. La chambre de M. Geiger. Je suis retourné au salon avec le trousseau de clés, et j'ai fouillé le bureau. Dans le tiroir, un coffret en acier fermé à clé. Je l'ai ouvert à l'aide d'une des clés. Dedans, rien d'autre qu'un carnet de cuir bleu comprenant un index et de nombreux mots rédigés en code, dans le même script en italique que celui qui avait été utilisé à l'attention du général Sternwood. J'ai mis le carnet dans ma poche, j'ai essuyé le coffret en acier là où je l'avais touché, j'ai verrouillé le bureau, j'ai empoché les clés, j'ai éteint les bûches à gaz dans la cheminée, je me suis enveloppé de mon manteau et j'ai essayé de réveiller mademoiselle Sternwood. Je n'y suis pas parvenu. Je lui ai mis son chapeau vagabond sur la tête, je l'ai emmitouflé dans son manteau et je l'ai porté jusqu'à sa voiture. Je suis revenu pour éteindre toutes les lumières et fermer la porte de devant. J'ai pris ses clés dans son sac et j'ai démarré la pacarde. Nous sommes partis, descendant la colline tout feu éteint. Il y avait à peine 10 minutes de route jusqu'à Altabrea Crescent. Carmen les a employés à ronfler et à me souffler de l'éther à la figure. Je n'ai pas réussi à enlever sa tête de mon épaule. C'était tout ce que je pouvais faire pour l'empêcher de la poser sur mes cuisses.